comment commencer sinon en racontant un petit peu, voilà, vous pouvez vous installer dans la salle, c'est plus confortable. Sinon, en commençant par vous raconter le trouble qui a été le mien quand j'ai corrigé le premier paquet de version latine. Parce que vous avez des élèves qui ont mis, comme le disait Jean-François Condette, beaucoup d'eux-mêmes dans une production, et puis vous sortez de la grecque et vous allez les corriger comment? Eh bien, c'est la fameuse reproduction qui va donner sa loi, et vous corrigez cette version comme ça. Vous avez des élèves qui, au premier conseil de classe, vous demandent, dans la Mayenne, hein, est-ce que M. Étienne pourrait parler français? Donc, mon exposé ne va pas être scientifique, il va reposer sur deux piliers essentiels. Le premier pilier, ça va être celui d'une expérience de vie d'enseignant, de formateur d'enseignants et de chercheurs. Et puis, le deuxième pilier, ça va être toutes les références que j'ai pu accumuler sur les différents travaux sur l'évaluation, dont certains ont déjà été cités, notamment la constante macabre d'André Antibi. Parce que le paradoxe du métier d'enseignant, c'est qu'on n'est pas toujours formé. Et je le sais, j'ai été directeur du site de Montpellier de l'IUFM à l'époque où les IUFM existaient encore. On n'est pas toujours formé aux premiers gestes de métier. Et premiers gestes de métier, pour un prof notamment de troisième, c'est évaluer et c'est orienter. Et puis on s'aperçoit qu'on fait ça avec des sujets, avec des personnes. Donc le LIRDEF, c'est notre laboratoire de recherche, ça s'appelle Laboratoire interdisciplinaire de recherche en didactique, éducation et formation. Là vous voyez une tête humaine parce qu'on est en sciences humaines, et vous voyez un petit atome qui se balade parce que, évidemment, il y a aussi tous les enseignements scientifiques. Et c'est une équipe qui a la particularité d'être sur les deux universités subsistant à Montpellier, l'université de Montpellier, qui a regroupé Montpellier 1 et Montpellier 2, et l'université Montpellier 3, lettres, sciences humaines, arts, langues, qui est subsisté. Donc le titre, il n'y a absolument aucune surprise, je vais régler un petit détail là, absolument aucune surprise sur le titre, c'est celui qu'on m'a demandé de traiter, hein. Moi je respecte tout à fait ce qu'on me demande. Donc l'évaluation dans le système éducatif et ses évolutions. Et en revanche, c'est moi qui ai proposé le sous-titre, et on vient de voir combien il y a un malaise là-dessus. On va voir dans les ateliers des classes sans notes, du malentendu de la notation à une évaluation positive et personnalisée. Alors j'ai ajouté personnalisée, mais je crois que dans les ateliers, on va voir aussi comment faire en sorte que, en quelque sorte, et ça c'est pas dans les textes officiels qu'on a lus tout à l'heure, comment déposséder l'évaluation qui appartient au système et faire en sorte qu'elle devienne le propre, c'est un atelier qui va aussi le montrer, le propre de l'élève, le propre de l'apprenant. D'accord? Ça c'est extrêmement important. Donc l'extrait que j'ai choisi, c'est évidemment pour essayer de réfléchir sur l'évaluation des compétences. Je ne parle pas d'évaluation par compétence, parce que ça c'est une absurdité, mais l'évaluation des compétences n'est pas plus facile à mettre en œuvre qu'une évaluation avec des notes. Et on peut faire une évaluation des compétences avec des notes, d'ailleurs, je pourrais le démontrer. Alors au niveau du contrat de communication, j'ai accepté, et je comprends très bien la demande, que la conférence soit filmée. Donc, en principe, vous y aurez accès, ainsi que toutes les personnes qui devaient assister à la journée et qui sont excusées. En revanche, ce n'est pas une diffusion tout public, hein, c'est une première chose. La deuxième chose, donc, je suppose que le diaporama sera également à disposition.
Et dans cette mesure-là, ce n'est pas la peine de copier le contenu ou de photographier avec vos portables le contenu des diapos. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir que je vais faire un exposé de 45 minutes en laissant une demi-heure pour des échanges avec la salle. On a dit qu'on était dans une classe classique, mais effectivement, une classe classique, ça fait un enseignement frontal. Donc, on va faire un petit peu d'exposé magistral et un petit peu de dialogue. On ne va pas être dans la co-construction, mais c'est le rôle des ateliers. Voilà, le contrat de communication est clair. J'espère que je tiens à peu près correctement le micro et que tout le monde m'entend et que personne n'est non plus dans l'inconfort auditif. Alors, les deux livres et revues. Donc, l'évaluation dans la formation des enseignants, ça a été produit il y a 2 ans, au moment justement de la réforme consécutive à 2013. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a aussi quelques points de vue à l'étranger, notamment en Suisse. Alors, c'est intéressant la Suisse parce qu'il y a 25 systèmes éducatifs. Donc, on peut voir comment la formation des enseignants à l'évaluation, par leur propre évaluation, est différente. Et je ne saurais trop vous recommander le dernier numéro d'Éducation permanente avec ce dossier qui s'appelle « Apprendre à évaluer », dont le premier article de Gérard Figari pose la question « Peut-on apprendre à évaluer ?» Alors, j'ai entendu que Jean-François Condette disait qu'on n'avait peut-être pas les réponses. Ben, on a certaines réponses. On va essayer de les proposer. Elles peuvent être discutées, elles peuvent être remises en question. C'est le propre même de la recherche, mais c'est aussi quelque chose qui doit aider l'enseignant dans son travail au quotidien, dans sa relation au quotidien avec les élèves. Alors voici le plan de l'intervention. Alors je suis désolé, il y a trop de mots dans mes diapos, mais ça évite de les faire défiler à toute vitesse. Donc d'abord, la note, état civil, d'où ça vient, qui l'a instauré, pourquoi des notes sur 10, pourquoi des notes sur 20, on va vous donner quelques réponses. Le deuxième point, je l'ai appelé le complexe de M. Jourdain, puisque de toute façon, on est condamné à évaluer même sans le savoir. Le troisième point, c'est... Alors ça, c'est un point que vous ne trouverez pas beaucoup dans la littérature, mais c'est que pour moi, il y a une énorme différence entre l'évaluation, donc j'évalue l'installation des personnes en haut de l'amphi à droite, et sa communication, je ne vous dis rien sur mon évaluation. Or, évidemment, en matière scolaire, tout repose sur la communication de l'évaluation. Donc il y a la fabrication de l'évaluation et il y a la communication de l'évaluation. J'insisterai beaucoup là-dessus. Alors, faire de l'apprentissage de l'évaluation positive, j'ai repris l'appellation ministérielle qui me va bien. L'élément moteur de l'apprentissage, c'est peut-être pas aussi évident dans le texte que nous a lu Laurent Duopat tout à l'heure. Et j'en profite d'ailleurs pour le remercier, ainsi que Sylvain Obertec, ainsi que toute l'équipe avec laquelle j'ai pu travailler dans la préparation de cette journée. Merci beaucoup. C'est quand même très rare de voir que dans un institut de formation des enseignants, on mette autant l'accent sur l'évaluation, alors que l'évaluation est un des premiers gestes de métier. Le cinquième point parlera donc de l'évaluation instituée comme but de la socialisation professionnelle des enseignants, des chefs d'établissement, etc. Et en sixième temps, j'arriverai à la grande bagarre qui a marqué l'histoire de l'évaluation dans les 30 dernières années. Alors il y avait d'un côté les tenants de l'évaluation formative et de l'autre les gens qui voulaient maintenir l'évaluation sommative. Alors je définirai les deux objets et de toute façon, les deux, mon colonel, l'évaluation, elle doit être formative pendant la formation et sommative pendant la certification. Je ne monterai pas à bord d'un Airbus ou d'un Boeing où le gars n'aurait fait que
du simulateur de vol. Et j'espère que vous non plus. Hein. Et enfin, mais c'est un peu ce que vous proposera la feuille de ce soir, sauf que ça sera une évaluation immédiate, ce qu'on appelle une évaluation à chaud. C'est plutôt une évaluation de satisfaction sur la journée qu'une évaluation des compétences que vous allez mettre en œuvre suite, non pas à ma belle intervention, mais suite aux travaux en atelier qui vont vous inspirer dans vos pratiques. Alors, pourquoi le malentendu? Eh bien, c'est simple. Hein, quand Socrate avait des disciples, il ne les notait pas de 0 à 20. Hein. Donc il y a bien un moment où ça a commencé. Ça a commencé avec Jules Ferry. Ça a commencé pour le certificat d'études primaires. Et il a fallu mettre quelque chose qui soit un petit peu rationnel. Alors, c'est dans le droit fil de la Révolution française qui voulait faire des départements de 100 km sur 100 km. Bon, après, ils ont été plus réalistes. Ils ont dit qu'il fallait pouvoir aller au chef-lieu du département en une journée et en revenir. Donc, voilà comment on a fait les départements. Et bien, comment on a fait le certificat d'études? Et bien, on a mis des notes de 0 à 10, mais les circulaires ont bien prévu que ces notes ne devait pas être un outil au service de l'enseignement. C'était un outil au service de la certification. Évidemment, on en a parlé tout à l'heure, le 200e anniversaire du bac instauré en 1808 par un certain Napoléon. Eh bien, évidemment, les gens du secondaire sont supérieurs à ceux du primaire. Ils sont 2 fois plus forts, donc ils font des notes de 0 à 20. Ce que, c'est de l'ironie, hein, personne ne me prend au sérieux, j'espère. Ce que le ministre Léon Bourgeois a instauré par un arrêté du 8 juillet 1890. Donc vous voyez, on fait encore un peu d'histoire, mais c'était extrêmement important parce que ces notes ont évidemment une fonction que nous devons comprendre pour éviter de nous comporter comme en 1890. On parlait tout à l'heure du bac. Le pourcentage d'une classe d'âge ayant le bac en 1900, c'était 1% de la population. À la fin du XXe siècle, on était à 63%. Donc quand on nous tape sur les doigts en disant « Ah, la grande faillite de l'éducation nationale », je demande s'ils connaissent une entreprise qui a multiplié par 63 ses résultats. Bon, évidemment, il reste, et ça a été évoqué tout à l'heure, les 7% de sorties sans aucun diplôme et les 13% de sorties avec uniquement le brevet ou aucun diplôme. Hein. Alors, c'est la mort sociale, alors qu'au début du XXe siècle, ce n'était pas vraiment la mort sociale. Donc, il est évident, et ça, c'est ce que le ministère n'a pas voulu reprendre. Moi, je suis enseignant-chercheur, donc nommé par décret du président de la République, et je ne suis pas dans une obligation de prêcher pour les instructions officielles. Je dois avoir un regard critique, parce que, en partie, ce sont les chercheurs qui permettent de faire avancer les choses. Donc, il est évident que les notes ont une utilité pour sanctionner les savoirs, pour faire fonctionner l'élitisme républicain qui était la marque de la Troisième République. Maintenant, certains parlent d'en faire une 6e. Donc, je crois qu'il faut réviser nos classiques. On est parti sur un bien entendu à la fin du XIXe siècle. Mais comme on est au début du XXIe siècle, il serait temps de commencer à réviser un petit peu le logiciel, comme d'aucuns le disent. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer à Montpellier un collège qui fonctionnait avec des classes sans notes. Je trouve que c'est plus intéressant de parler d'évaluation positive. Parce que dans le dialogue un peu musclé que j'ai eu avec l'équipe,
J'ai dit, oui, vous faites des classes sans notes, mais pas sans évaluation. Vous êtes obligé de faire de l'évaluation. Vous faites de l'évaluation, malgré vous, sans le vouloir. Donc peut-être est-il plus intéressant de mettre un accent positif. Alors certes, la commission qui a été réunie a proposé de supprimer les notes jusqu'à la classe de troisième, et le ministère n'a pas suivi. Vous me citerez tout à l'heure vos références, puisqu'on a dit que c'était d'abord un cours magistral, et même quand on conteste un cours magistral, on prendra le temps d'en parler tout à l'heure. Donc la proposition de suppression des notes a bien été faite par quelqu'un qui n'est pas du tout un dangereux révolutionnaire, parce que c'est une évidence et que les systèmes qui fonctionnent sans les notes. Et quand vous faites un tour du monde de l'évaluation, vous verrez que la France est pratiquement le seul pays, avec son adoration du système décimal, à avoir des notes sur 10 et sur 20. Au Québec, vous avez des lettres. Ailleurs, vous avez des pourcentages. Vous avez des tas de choses qui sont une communication de l'évaluation et qui font de l'évaluation négative. Alors quand on a 1% de bacheliers, quand on a 50 normaliens supérieurs avec 1 million de personnes au début de la cohorte, c'est bien, c'est un bon système. On a des médailles Fields de mathématiques. Et les autres? Il y a un excellent petit bouquin qui s'appelle « Les blagues à Pisa » qui a été fait par nos deux collègues Daniel Barthes et Bertrand Donnet. Hein, les blagues à Pisa. Alors qu'est-ce que c'est que les blagues à Pisa? C'est cette idée que, suivant que vous vous préoccupez de l'ensemble des élèves, et on a parlé tout à l'heure des élèves, ou que vous vous préoccupez de simplement sélectionner une élite, vous allez mettre en place deux systèmes qui sont différents. Et c'est beaucoup plus difficile de faire réussir un maximum de gens, mais c'est une exigence sociale aujourd'hui. Donc, on sera amené à reparler dans la journée des classes sans notes, mais si c'est des classes sans notes pour une évaluation positive, qu'est-ce qu'on met derrière? Comment on communique sur l'évaluation? C'est reculer pour mieux sauter. Autre point qui va nous raccrocher au travail d'Antibi avec sa constante macabre, c'est pour nos amis mathématiciens la courbe de Gauss qu'on obtient la plupart du temps. C'est-à-dire que vous avez... Les gens qui ne connaissent pas Gauss disent la courbe en cloche. Alors, évidemment, vous allez dans certains collèges, on dit « Ah oui, non, mais on a une courbe bimodale. » Oui, bien sûr. Alors, vous avez qui comme élève? Là, il y a les gamins de la cité, et puis là, il y a les pavillons. Alors, effectivement, oui, mais alors c'est la répartition sociale qui détermine les résultats de l'école. Il y a quelque chose qui ne va pas. On sait bien, d'après les travaux de recherche, que l'école influence sur 30% les résultats des élèves. L'origine sociale influence également. Le climat familial influence également. Donc c'est multifactoriel. Hein. Donc le problème que nous avons en tant qu'enseignants, c'est que cela développe une mauvaise conscience. Soit on le reporte sur les élèves, alors ça c'était classique, c'était l'élève cancre, figure tutélaire, les perles des cancres, Jean-Charles. Hein, vous voyez, j'ai plein de citations de travaux de recherche. Et puis, on s'auto-accuse. On dit, j'ai pas su, cette leçon n'est pas passée, ce point-là n'est pas passé. Donc, de l'évaluation des élèves, on fait une auto-évaluation de sa propre intervention. Et cette auto-évaluation, alors je le sais pour avoir animé je ne sais combien de sessions de formation dans des collèges, dans des lycées pro, eh bien,
c'est un vrai problème, parce que tout enseignant qui a une conscience professionnelle, l'évaluation souvent interroge sa propre conscience professionnelle et se développe en mauvaise conscience. Et il y a aussi, puisqu'ils sont présents dans la salle, la matrice imprimée par les procédures de formation et de recrutement. Quand on va au Québec, c'est simple, on va se former en tant qu'enseignant à l'université, on fait un stage d'1 an, après on te fout un coup de tampon, et puis à toi d'aller te faire recruter. Alors c'est une honte, hein? Non. Ouais, je rêverais d'avoir à la fois les protections de la fonction publique, mais que le recrutement et la formation ne se fassent pas uniquement sur le fait qu'on a passé des examens et qu'on a réussi des concours. Parce que dans l'inconscient, c'est un peu lourd. Hein? Ça nous amène à voir le monde d'une certaine manière. Et puis, on en parlait tout à l'heure, apparemment, cette académie est la seule à avoir un travail entre le rectorat et l'ESP sur l'évaluation. Bravo. Et les 29 autres, qu'est-ce qu'on devrait dire? Dont la mienne. Montpellier. Hein? Ben, ça ne va pas. Ça ne va pas. On a des gestes professionnels qui sont des gestes d'évaluation et on n'est pas formé à ces gestes professionnels. Il y a un manque énorme. Alors, il y a des éléments qui sont transversaux dans l'évaluation, il y a des éléments ensuite qui sont spécifiques à des disciplines, donc ça devrait être une formation à la fois générale, comme on disait dans le temps, et une formation en didactique, parce que ça ne se passe pas de la même manière, suivant la discipline dans laquelle vous êtes amené à enseigner, à l'élève de comprendre pourquoi il y a une discipline dans laquelle on retire des points, il y a une autre discipline où on note à partir de la moyenne, il y a une autre discipline où on ajoute des points par petits paquets. Franchement, ne serait-ce que la note, j'ai essayé de voir comment on fabriquait une note, et puis on a cité le bouquin de Pierre Merle, c'est différent dans chaque discipline, et ça évolue. Parce qu'évidemment, quand Victor Hugo faisait des compositions en vers latin, ce n'était pas évalué de la même manière qu'une version latine. Voilà. Donc, bien sûr, c'est très bien de faire une formation au savoir, c'est très bien de faire une formation à la didactique, mais c'est encore mieux de faire une formation à la didactique pratique, à ce qui se passe dans les classes, et en joignant le travail de la didactique pratique au travail de la pédagogie. C'est-à-dire que le même élève, il va passer d'une discipline dans l'autre, et y compris au sein de ma discipline, quand on faisait des dictées, on te retirait des points, hein, et quand tu faisais une composition française, on disait « Oh, ça ne peut pas avoir la moyenne ». Donc, va expliquer ça à un élève calmement, sereinement et simplement. Alors, comment on évalue? Comment on évalue? Comment on évalue? On a déjà besoin d'avoir un premier truc qu'on va appeler le référent. C'est ce à quoi on se rapporte. Alors les stages d'évaluation, c'était pas mal parce que on commençait à aborder ça au début de l'après-midi, du premier après-midi, et je leur disais, on va essayer d'évaluer le repas pris au restaurant scolaire. On va fabriquer le référent. Qu'est-ce que c'est qu'un bon repas dans un restaurant scolaire? Est-ce que c'est faire bonne chère avec peu de sous, comme disait l'ami Molière? Donc on a besoin d'un référent. Mais d'un référent très concret, hein. De ceux qui auraient eu la note 20 ou 22 sur 20, si ça avait été... hein. Il ne suffit pas de dire
18 c'est pour le prof, 19 pour les écrivains et 20 pour le bon Dieu. Non, non, le référent. À quoi on se rapporte? Est-ce que vous pouvez me dire concrètement ce que c'est qu'un bon repas pris dans un restaurant scolaire? Fabriquez-moi ça. Tant que vous n'avez pas fabriqué ça, on ne peut pas discuter, on ne peut pas évaluer. Il est nécessaire de construire le référent. Alors vous me voyez venir, hein, il y en a qui sont malins, là, ils sont en train de hocher de la tête. Et pourquoi pas le co-construire avec les élèves? C'est un boulot difficile pour les profs, et c'est à ça que les élèves vont s'intéresser. C'est de savoir, vulgairement, à quelle sauce ils vont être mangés. Et le référent, c'est la sauce qui va servir à faire le plat. D'un autre côté, le référé. Qu'est-ce que c'est que le référé? C'est, on va dire, la performance de l'élève. Ah, alors mes collègues linguistes, collège d'Uzès, ah ouais, mais comment évaluer un oral? Et oui, comment évaluer un oral? Parce que le référé s'envole. Verba volant, scripta manent. Un petit peu de latin, ça fait pas de mal. Donc, les paroles s'envolent. Nos collègues de PS ont très bien compris comment il fallait faire, et ça fait plus de 20 ans qu'ils utilisent des caméscopes et autres appareils numériques maintenant pour avoir une image qui perdure de la performance. Donc, quand on a un référent, quand on a le référé, c'est tout simple. Il y a un écart. Et s'il n'y a pas d'écart, c'est que les gars, ils sont là pour rien. Hein. Ils savent déjà. Alors, on va parler de la mesure. Donc, c'est un écart mesuré ou estimé. Comme on dit en occitan, à vis des nas. À vue de nez. Cet écart, c'est cette chose-là qui va être transformée. Hein, par exemple, tout à l'heure, quand j'ai évalué, je me suis dit, bon, ça va pas durer longtemps parce que tout le monde est de bonne volonté. Et donc, l'installation va se faire sans problème. Et donc, ce haut de l'amphi à droite, c'est parfait. Donc, pas besoin de dire mesurer. Et anecdote, il y a une association pour le développement des méthodologies d'évaluation en éducation, ça s'appelle l'ADME. Alors il y en a une au Québec et il y en a une en Europe. Moi j'appartiens à l'ADME Europe. Au Québec, ils avaient mis Association pour le développement de la mesure et de l'évaluation en éducation. Alors après ils ont réfléchi et donc ils ont repris l'appellation européenne, parce qu'on ne mesure pas. Il n'y a pas de maître étalon qui soit déposé au pavillon de Sèvres pour l'évaluation de 0 à 20. Donc c'est, comme ça a été très bien cité, c'est de toute façon du bricolage. Quand on dit qu'on fait de la mesure, on fait du bricolage. Ça peut servir, ça sert énormément d'ailleurs pour classer les gens au CAPES et à l'agrégation, c'est très bien, mais il faut savoir que c'est sujet à caution. Donc ça, c'est l'évaluation. Et ça, c'est totalement invisible, et que vous évaluiez un film, un repas, une pièce de théâtre, une voiture, une rencontre, vous aurez toujours un référent plus ou moins construit, et un référé plus ou moins stable. Et comme disait l'autre, vous risquez d'être déçu en bien ou d'être déçu en mal. Ce que j'apporte, c'est que j'ai essayé de voir comment on codait en France les évaluations. Si j'en ai le temps tout à l'heure, je reviendrai en détail sur cet aspect.
Alors, ce qui a le plus de succès, bien entendu, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, c'est dans le code génétique de notre école, c'est les notes de 0 à 10, de 0 à 20. Éventuellement des pourcentages, mais ce n'est pas très développé chez nous. Voilà. Ça, c'est le système qui a le plus de succès. Donc, ça veut dire que vous prenez votre thermomètre, vous l'utilisez, et vous avez 39,7. Vous êtes content, vous avez 39,7. Ah, tu as 39,7. Donc, je te donne ton évaluation de température, c'est 39,7. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, dans notre magnanimité, nous avons inventé le commentaire. Commentaire ouvert. Un jour, j'ai travaillé avec une équipe du Collège de Latte. Ils avaient des bulletins informatiques. Je leur ai dit, pour les commentaires, est-ce que vous voulez qu'on mette des formules un petit peu rituelles? Oh non, 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 nous, on fait toujours des commentaires ouverts différents. Bah, je suis désolé, parce que quand on les a étudiés, c'était plutôt du 16 très bien et du 8 insuffisant. C'est pas du commentaire, ça c'est de la redondance. Bon, le commentaire ouvert a ceci de bien, c'est que a priori, il est destiné à donner des conseils. Mais si je dis à quelqu'un, ta conclusion introduit de nouvelles idées, je lui donne un conseil de ne pas faire ça. Mais c'est un petit peu dans un langage de spécialiste, parce que je suis comme tous les travailleurs, j'essaie d'en faire le moins possible, parce que tout le monde sait ce qui se passe le dimanche après-midi, quand on a le paquet de 35 copies devant nous. Et que, comme dit un prof de physique à Philippe Mérieux, alors j'ai mis plein de commentaires et j'ai retrouvé toutes les copies dans la poubelle. Le commentaire ouvert, c'est un message qui n'a pas de feedback. C'est un message qu'on envoie et souvent, on n'a pas le temps et donc on l'envoie un petit peu formaté. Alors les lettres A, B, C, D, E, alors là c'est merveilleux. C'est l'échec le plus lamentable de notre système. Parce qu'il y en a qui ont inventé C+, et C-. Analphabètes que nous sommes. On a fait A, B, C, D, E, parce qu'il y a 5 classes, dont une qui est indéterminée. Alors les gens s'en sont emparés pour dire oui, mais attention, c'est pas la moyenne. Hein. Donc C+, c'est au-dessus de la moyenne, et C-, c'est en dessous. Si vous parlez de moyenne, prenez des chiffres. Les Arabes les ont repris aux Perses, ça sert à quelque chose. Donc c'est une absurdité. Pourtant c'était très intéressant, parce que ça permettait de faire des groupes homogènes. On va mettre tous les A ensemble, tous les B, tous les C, les D, les E, ou on va faire des groupes hétérogènes, on va mettre des A, B, C, D, E ensemble, qui vont travailler sur une copie. Ça, je l'ai vu faire dans un collège de Pont-Saint-Esprit, c'était extraordinaire. Parce que c'était plus le prof qui rédigeait les trucs, ta conclusion, ceci, etc. C'est les élèves, entre eux, qui discutaient comment on allait changer la conclusion de la copie qui avait une remarque sur la conclusion. Qu'est-ce qu'il faut faire avec l'évaluation? L'évaluation positive, comme le ministère a eu la bonne idée de le dire. Après, vous avez des petits trucs, freiner, feu vert, feu orange, feu rouge. Vous avez les smileys, c'est très à la mode, ça marche bien. Ah, maintenant, il y en a tellement qu'on ne comprend plus. Hein. Et puis, ça peut servir à l'intérieur d'une classe, justement, au niveau de la fonction psychologique, parce que ça crée une communication endogène qui n'est pas destinée aux parents, à l'administration, etc., etc. Donc, vous pouvez développer, et je pense que c'est très intéressant, des systèmes de ce type-là, parce qu'ils ne sont pas stigmatisants. Enfin, la chose la plus complète, la moins pratiquée, ce sont les grilles d'évaluation. Les grilles d'évaluation, on est très proche des compétences. C'est-à-dire, c'est la checklist que tout commandant de bord parcourt avant de faire décoller son Boeing ou son Airbus.
et il y a 160 items. Regardez une checklist et vous verrez, il y a 160 items. Et ils les parcourent tous. Parce que de toute façon, s'ils en oublient un, malheureusement, il y a des soucis. Donc, la grille d'évaluation est un outil extrêmement intéressant, mais extrêmement pesant, et donc j'aurai l'occasion peut-être d'y revenir. Alors à partir de ce moment-là, quelle décision prendre, quelle solution apporter, ou plus exactement, quelle piste de solution? Alors, première piste de solution, c'est de dire, on va faire une rupture. On va couper d'un côté l'évaluation pour enseigner, pour apprendre, et d'un autre côté, l'évaluation pour certifier. Et comme Jo Nunziati l'a fait quand elle était au lycée de Marseille-Vert, eh bien, pour réussir une évaluation certificative, il faut faire de la bonne formative. Et pas du bachotage. Même pas du pisotage. Donc la rupture épistémologique, c'est de dire, on va construire un système autre, un système différent qui aboutit à ce que l'évaluation certificative ne soit que ce qu'elle doit être, c'est-à-dire la sanction et non pas l'outil d'entraînement à une quelconque réussite. Refonder l'évaluation, ça va vouloir dire et ça le ministère ne le dit pas encore, du moins les extraits qui nous ont été donnés tout à l'heure, et le fait que quand on lui propose des innovations, il en prend certaines et il ne les prend pas toutes. C'est pas grave, il les prendra par la suite. Il faut se demander ce que fait l'élève quand il fait. Et hier, je suis allé voir la philo vagabonde, je vous recommande. Et il dit, la philo, c'est difficile parce qu'il faut faire du vélo et en même temps descendre du vélo pour se regarder pédaler. L'évaluation, c'est pareil. L'évaluation, il faut faire, et en même temps que l'on fait, il faut examiner le degré de réussite potentiel de ce que l'on fait. Sinon, c'est la logique Shadok, vous connaissez, plus ça rate, plus ça a de chance de réussir. Non, c'est pas plus ça rate, plus ça a de chance de réussir, c'est plus je travaille en pensant à la manière dont ça va être évalué, plus j'ai de chances de réussir. Donc, travailler sur le réel de l'activité et des élèves et des professeurs dans leur enseignement, dans leur travail. Il faut développer également deux aspects que je n'ai pas le temps de développer ici, mais premier aspect, c'est un aspect de créativité, pas un aspect de conformité. Parce que les élèves, ils jouent bien le jeu de l'évaluation. Ils disent, avec Étienne, il faut faire comme ceci, avec Alain Jean, il faut faire comme cela. Enfin, je cite des noms réels, mais des situations fictives. Donc, bravo, il faut qu'il y ait un partenariat entre les professeurs, les chercheurs, les formateurs. Et comme je suis au cahier pédagogique, on avait un numéro qui était comme ça, il y avait un grand cercle, il y avait professeurs, formateurs, chercheurs, et hop, on travaillait en coopération. Pourquoi? Pour travailler en coopération avec les élèves, pour co-construire les dispositifs d'évaluation, parce que tant qu'ils n'auront pas appris l'évaluation, ils n'auront pas appris à faire et à apprendre. Donc, une boucle que je vous propose, qui ressemble à une boucle proposée par Marguerite Alté, mais avec quelques petites différences. Elle dit pratique, théorie, pratique. C'est-à-dire, on part de la pratique, on théorise la pratique et on retourne à la pratique. Je le dis un petit peu différemment. Action, réflexion. Avec mes étudiants de master, je leur disais action. Alors c'était le temps du fameux film Les choristes. Donc dès qu'on disait action, ils disaient réaction. C'était bien, ils étaient conditionnés par le film. Et je disais non, action, réflexion, théorisation, entraînement et retour à l'action. C'est un ensemble de boucles qui implique fortement l'activité réflexive est une activité évaluative.
Donc, je ne vais pas trop insister sur le dernier terme, parce que vous parlez de moteur, vous parlez de levier, et c'est pour ça que je dis aux gens qui font des classes sans notes, dites que vous faites des classes sans notes parce que vous faites des classes avec une évaluation moteur ou avec une évaluation levier. Vous choisissez la métaphore que vous voulez choisir, mais si on ne fait pas de l'évaluation le moteur, le levier de l'action, eh bien on va être des shadocks. Premier point, mais ça j'ai essayé de l'établir tout à l'heure, on y reviendra. Savoir qu'on ne peut pas ne pas évaluer. On est condamné à évaluer. À la limite, il vaut mieux le prendre avec le sourire. Oui, je suis condamné à évaluer. Puis mes évaluations, je peux me tromper. Donc il y a une règle dans la classe. Dès que vous vous apercevez qu'il y a un problème sur une évaluation, vous venez me voir. Si j'ai tort, je vous rétablis les points. Alors évidemment, ils sont malins et ils disent « Oui, mais si on voit une faute que vous n'avez pas vue », je dis « Vous venez me voir, mais vous gardez les points. C'est moi qui ai failli. Pas de problème. » Alors deuxième point. En matière d'évaluation, et ça aussi on le doit à Jean-Marie Barbier, qui a écrit un livre fondamental en 1984, moult fois réédité, c'est qu'il y a 3 formes d'évaluation. Donc j'espère que tout le monde se situe dans la troisième. Parce que la première, c'est implicite. Le gamin, il arrive, on lui fout une paire de baffes. Ne rigolez pas, hein. C'est arrivé à mon fils. Un instituteur, hein. Burke. Alors comment voulez-vous construire le référent? Comment voulez-vous travailler sur le référé quand vous arrivez avec un dessin et l'autre il vous dit Burke? Deuxième évaluation, deuxième type d'évaluation, l'évaluation spontanée, ce que j'ai dit tout à l'heure. Le film La philo vagabonde, c'est un bon film, allez le voir. Je vous ai dit le jugement, mais je vous ai livré rien du tout de mon référent, de ce que c'est que pour moi un bon film documentaire. Donc ça va pas vous aider à construire quelque chose, mais de toute façon je m'en fiche, je ne vais pas vous enseigner ça, ce n'est pas ma matière. Et donc, à partir du moment où on est un enseignant, on est un formateur, on va entrer dans une volonté d'instituer l'évaluation, c'est-à-dire de chercher à communiquer le référent et le travail sur le référé. L'estimation d'écart entre référent et référé. Et c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de co-construction, c'est-à-dire de co-évaluation. Parce que si on veut simplement transmettre un référent, ça aura la valeur des rapports de jury d'agrég. J'étais au jury d'agrég de PS, ne le sauriez pas. Et dans l'agrég de PS, chaque année, on publiait un rapport, et les candidats de l'année suivante, ils étaient formatés sur ce rapport. Alors que disaient les membres du jury? Ils se sont formatés sur le rapport. Comme quoi on avait communiqué un référent, et puis après on n'était pas content parce qu'ils utilisaient tous le même référent. Évidemment, c'est un concours, donc il fallait, comme disait Bourdieu, qu'ils soient capables de se distinguer et pas simplement de montrer qu'ils étaient en conformité. Donc évaluation instituée, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais faites en sorte que les élèves, les étudiants, les personnes en formation co-construisent avec vous le référent de ce qu'ils doivent pouvoir produire. Et donc cette institutionnalisation doit se produire tout au long de la carrière. Et comme je travaille aussi sur le métier de chef d'établissement, eh bien,
un des sujets d'étonnement, ça a été l'évaluation des chefs d'établissement. Les dispositifs successifs d'évaluation des chefs d'établissement qui sont devenus de plus en plus performants, et notamment, on leur délivrait des lettres de mission. Et qu'est-ce que c'était que la lettre de mission? Eh bien, c'était le référent de ce qu'ils avaient à faire, mais pas en général. Ce n'était pas un référentiel vague et général, c'était un référentiel qui s'appliquait à leur établissement et aux objectifs qui leur étaient donnés par l'institution. Voilà, donc ça s'applique à tout le monde. Et dernier point, alors je joue un peu sur les mots, mais à partir du moment où vous jouez au jeu de l'auto-évaluation, ben, tout le monde va y gagner. À condition que ça ne soit pas comme l'autonomie, qui consiste parfois à dire « je mets les élèves en autonomie et puis on verra bien ce qui se passe ». On a confondu l'objectif et la mise en situation. Donc le but, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète maintenant qu'on commence à s'approcher de la fin, c'est d'aller de plus en plus vers une dépossession de l'évaluation sur les apprenants. Et je dis bien les apprenants, hein. Moi ça ne me gêne pas. Alors, Lucie Mottier-Lopez, donc, qui est une collègue de l'Université de Genève, qui travaille beaucoup sur cette question, eh bien, évidemment, elle voit la nécessité de bien différencier et de bien pratiquer les deux formes d'évaluation, mais chacune à sa place. Or, les choix faits par le système français, alors deuxième grosse critique, les choix faits par le système français d'avoir un modèle successif de formation des enseignants sont assez désastreux parce que vous avez la licence, soi-disant pour apprendre les savoirs, vous avez le M1 avec le M1 et le concours, hein, et puis que Bancel avait déjà imaginé lors de son rapport dans les années 90. Et vous avez ensuite la deuxième année, le M2, avec la titularisation, le M2, mais bien sûr, certains ont déjà leur M2, donc ça facilite quand même un petit peu les choses. Je vous répète, au Québec, c'est pas comme ça. Au Québec, on forme un enseignant sur 4 ans. Ça s'appelle le baccalauréat en enseignement. On le forme sur 4 ans. Depuis le début, il sait qu'il va faire ça. Donc tout est visé, tout est finalisé. Et on n'est pas dans des urgences successives. Bon, ça, c'est un problème qui ne nous permet pas de travailler suffisamment sur l'évaluation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va y consacrer une journée. Comprendre le jeu positif entre l'évaluation certificative, qui est la finalité de l'apprentissage, on fait ça pour ça, hein, et l'évaluation formative ou positive, demande un temps long et aux élèves et aux profs. Alors attention, évaluation formative, c'est un terme qui a été créé par Scriven aux États-Unis en 1967, et l'idée, c'était l'évaluation formative, c'était d'avoir de l'information pour l'enseignant pour qu'il modifie son enseignement. C'est pour ça que Georgette Nunziati, en 1989, a proposé de parler d'évaluation formatrice. Bon, moi j'étais un petit peu partisan de ça, mais sauf qu'on nous dit, comment vous dites dans votre jargon, IUFM, maintenant SP. Donc l'évaluation formative, c'est devenu une espèce de grosse chose, pas scientifiquement référée, mais c'est tout ce qu'on fait pour permettre à l'élève ou à l'étudiant d'apprendre grâce au dispositif d'évaluation. Si on le prend comme ça, pas besoin de parler d'évaluation formatrice, mais il est nécessaire de voir comment on va basculer de cette évaluation formative à l'évaluation certificative, parce que comme les sportifs, il y a quand même un moment où il faut se préparer aux épreuves. Et ça s'appelle des épreuves, c'est pas rien. Dernier point d'exposé, mais j'ai déjà rencontré au moins 2 chefs d'établissement qui sont dans cette salle. C'est l'établissement qui détient la clé.
Parce que si vous, dans votre petit coin, vous faites votre petite évaluation, ça va être bien gentil, mais vous ne ferez pas bouger le système. Vous aurez des difficultés avec les parents. Si toute l'équipe, tout l'établissement décide d'entrer dans une logique où le but c'est de faire réussir au maximum les élèves, il va y avoir un effet de levier, un effet démultiplicateur, et donc, comme l'a dit mon collègue Luc Ria, qui a la chaire UNESCO de formation des enseignants à Lyon, l'établissement doit devenir la nouvelle ère de formation. Ça ne veut pas dire qu'on va supprimer les SP, pas du tout. Ça veut dire qu'il se fait un travail, comme disent les Québécois, en réseautage, avec de l'accompagnement, notamment de l'accompagnement pour les établissements qui se lancent dans l'entreprise. Et donc, cela justifie tout à fait le travail que vous allez faire et auquel je participerai de manière muette, parce que j'aurais pris beaucoup la parole, en fin de matinée et en fin d'après-midi, mais je devrais vous quitter parce que je suis venu chercher le soleil à Lille, mais je dois retourner à Montpellier où il y a des trompes d'eau et il y a un épisode méditerranéen. Donc, dernier point. On apprend en faisant. Donc, pour savoir, il faut franchir une étape supplémentaire, c'est-à-dire développer une pratique réflexive, y compris sur l'évaluation. Donc, ça va devenir une posture réflexive. C'est les termes mêmes qu'a utilisé Philippe Pernoud dans son livre de 2001 qui a le même intitulé. À partir de ce moment-là, moi je ne crois pas beaucoup à ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est la petite graine, mais ensuite il faut l'entourer de beaucoup de soins. Et donc je pense qu'il faut faciliter le développement des analyses de pratiques. Nous, on parle plutôt d'analyse de situation éducative, et notamment faire des analyses de situation évaluatives. Comment ça a marché quand on a fait ça? Comment ça a marché quand on a fait ça? Qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc., etc. Et là, on est dans un mouvement de développement permanent. Donc, comme je l'ai dit à ma présidente d'université, qui a été un peu surprise, parce qu'elle a lancé l'évaluation des enseignements par les étudiants. Et je lui ai dit, c'est bien, on va d'abord faire une charte de l'évaluation, et puis ensuite on va évaluer l'évaluation. Alors là, c'est devenu un peu compliqué. Elle dit, pourquoi il suffit de faire l'évaluation? J'ai dit, non, une évaluation qui n'est pas évaluée elle-même, elle ne vaut rien. Donc il faut avoir un référent de cette évaluation, d'où la nécessité d'avoir une charte et de la faire évoluer pour mettre ensemble les acteurs qui vont profiter de ces éléments-là. En conclusion, 1, on est d'accord, faire de l'évaluation le moteur des apprentissages, vous pouvez remplacer par levier, et la meilleure voie vers les savoirs et le savoir-agir, qui sont finalement les objets du contrôle. Ça aussi, c'était une directrice d'école normale. Un jour, je lui ai dit, mais on ne peut pas évaluer les savoirs sans passer par des savoir-faire. Elle était toute surprise. Je dis, oui, les savoirs, soit vous les faites réciter, soit vous les faites mettre en application, mais vous ne pouvez pas évaluer un savoir sans faire quelque chose à quelqu'un. Ah bon, elle a été très contente d'apprendre ça. Deuxième point, la mise en place d'une démarche réfléchie de transfert de l'évaluation aux élèves, c'est ça, le signe d'une évaluation positive, émotivante et moteur. Comme par hasard, c'est la même racine, moveo. L'émotion d'abord, la locomotion ensuite. Et enfin, mais je salue vraiment la présence des chefs d'établissement dans cette salle parce que c'est ça qui est le plus positif. Donc développer des compétences collectives en matière d'évaluation, c'est ça qui va vers l'autonomie des élèves, parce qu'il n'y a pas d'autonomie des élèves tant qu'ils ne sont pas capables d'auto-évaluation. Et je termine par un petit salut au camarade Socrate,
qui a inventé la métacognition. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est ça, l'évaluation. C'est se donner des repères dans son action et dans son mouvement. Je vous remercie de votre attention. Bien sûr, il y a les références et il y a des développements par la suite. Mais j'avais dit que je parlerais 45 minutes, j'ai parlé un tout petit peu plus, je vous prie de m'en excuser.